Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour normalement une troisième vidéo d'anatomie du petit bassin qui est sur l'appareil urinaire. Et donc, sans plus attendre, on va continuer. Donc, on va d'abord voir le sommaire. Donc, en gros, on va voir des généralités sur l'appareil urinaire, notamment de la vascularisation, les organes, les différents organes qui composent l'appareil urinaire et quelques pathologies pour finir. Donc d'abord, des généralités et des définitions. Donc l'appareil urinaire, c'est l'appareil de sécrétion et d'excrétion de l'urine. L'appareil génital, c'est celui qui va permettre la reproduction de l'être humain. Et souvent, on les mélange et on les confond au niveau de certains organes. C'est pourquoi on les appelle habituellement l'appareil urogénital. Pour replacer un petit peu l'endroit dont on va parler dans cette fiche, vous reconnaissez sur le schéma les dernières vertèbres thoraciques, les dernières côtes, les vertèbres lombaires et les os coxaux qu'on a sectionnés en avant pour que vous puissiez voir le coccyx et le sacrum. On va aussi voir donc la vascularisation de manière assez simple pour l'instant et en gros c'est pas sexe dépendant, c'est-à-dire que les femmes et les hommes auront la même vascularisation, c'est juste quelques noms qui vont changer. La principale source de nutriments pour les organes du petit bassin, c'est l'aorte descendante. C'est ce gros tuyau rouge là qui descend. Et on va décrire donc ses collatérales et ses divisions de haut en bas. D'abord, on va parler des artères rénales, qui sont simples ou doubles, donc ça veut dire qu'il peut y en avoir une ou deux de chaque côté. Elles vont être issues de l'aorte, donc descendante, en regard de la vertèbre L1. Et on a aussi les veines rénales qui, elles, seront issues aussi, en regard de L1 et qui se dirigeront vers la veine cave inférieure. Attention, il y a une asymétrie anatomique à connaître. Donc à gauche, la veine surrénale et la veine gonadique vont se jeter dans la veine rénale directement et après la veine rénale, elle va se jeter dans la veine cave inférieure. Alors qu'à droite, la surrénale droite et la veine gonadique droite se jettent individuellement dans la veine cave inférieure. Donc ça, c'est bien important à retenir parce que ça permet d'expliquer certaines pathologies et le prof pourra en parler. Donc dans tous les cas, retenez cette asymétrie. Après, en regard de L2 ou L3, vont sortir de l'aorte abdominale les artères gonadiques. Donc, vous vous doutez que pour l'homme, ce sera l'artère testiculaire et pour la femme, ce sera l'artère ovarique. Après, l'aorte descendante, elle va bifurquer en deux artères iliaques primitives, vers L4 à peu près. Et les deux artères iliaques primitives, elles vont se diviser un peu plus loin en artère iliaque interne, qu'on appelle aussi artère hypogastrique, et en artère iliaque externe. On va plutôt s'intéresser aux artères iliaques internes parce que c'est elles qui vascularisent, le pudendum, mais un tout petit peu aux artères iliaques externes qui, en fait, vascularisent principalement le membre inférieur parce qu'après elle devient fémorale, l'artère iliaque externe. Donc vous verrez ça en anagé. En général, l'artère hypogastrique, elle va donner un tronc antérieur et un tronc postérieur. Et c'est le tronc antérieur qui va vasculariser les organes génitaux et les organes urinaires. Et elle va se diviser, donc le tronc antérieur de l'artère iliaque interne va se diviser en plusieurs artères que je vais vous donner juste ici. Donc en obturatrice, en artère ombilicale, vésicale, utérine, vaginale et en une honteuse ou pudendale interne qui est très longue et qui va irriguer jusqu'au clitoris et au corps caverneux. Donc en fait, le pudendum est irrigué par les artères honteuses ou pudendales internes, mais aussi par l'artère honteuse pudendale externe. En fait, je vais vous expliquer, même si c'est pas entre guillemets au programme, mais comme le prof dit que l'artère pudendale externe irrigue le pudendum, je peux pas vous dire qu'elle l'irrigue sans vous dire d'où elle vient. Donc en fait, l'artère honteuse interne, elle vient de l'hypogastrique, qui est elle-même issue de l'artère iliaque interne, qui est elle-même issue de l'artère iliaque primitive, elle-même issue de l'aorte abdominale. J'espère que vous avez bien suivi. Et en fait, on va avoir une artère honteuse externe qui, elle, est issue de l'artère fémorale. En fait, juste après que l'iliaque externe a passé le ligament inguinal,
elle va désormais s'appeler artère fémorale et juste après s'appeler la fémorale, elle va donner 2 artères pudendales, une profonde et une superficielle et le prof a plus détaillé dans les rajouts l'année dernière, mais je voulais pas vous voilà, donc maintenant vous savez que l'artère pudendale externe, elle vient de la fémorale, qu'il y en a 2 et qu'elles aussi, elles irriguent le pudendum, mais vous reverrez ça sûrement en membre inférieur. Ensuite, on va parler du plan veineux. En fait, les veines, elles suivent le même schéma, mais dans l'autre sens, parce que vous savez que les artères, le flux sanguin artériel apporte les nutriments aux organes, alors que les veines, elles sont décrites dans l'autre sens, des organes vers le cœur, vers le cœur. Elles épurent les déchets des organes. Donc au niveau de la cuisse, vers le pli inguinal, on va avoir la veine grande saphène qui rejoint la veine fémorale. Ici, vous voyez la crosse de la veine grande saphène. C'est cette fameuse crosse de la veine saphène. Et la veine fémorale, une fois qu'elle passe le ligament inguinal, elle va devenir veine iliaque externe. Heu, la veine iliaque externe, elle va rejoindre la veine iliaque interne, qui va devenir, veine iliaque primitive et la veine iliaque primitive va rejoindre l'autre veine iliaque primitive pour donner la veine cave inférieure qui va se jeter dans l'oreillette droite du cœur. Après, on va avoir les vaisseaux lymphatiques. Donc ça, c'est des chaînes, en fait, de plein de ganglions, qui vont entourer les vaisseaux et il y en a beaucoup dans le pudendum. En fait, ils récoltent la lymphe, donc des organes génitaux et urinaires et donc ils vont suivre quasi le même schéma que le plan veineux. On va avoir les chaînes iliaques internes qui vont rejoindre celles iliaques externes pour former les chaînes iliaques primitives qui vont donner, qui vont se rejoindre de chaque côté pour donner des chaînes, une chaîne abdomino-aorto-cave pour plus loin s'appeler, conduite thoracique. Et donc le drainage lymphatique, il se fait au niveau des nœuds inguinaux superficiels vers la crosse, de la veine saphène et ils sont en dehors, en dedans, en dessus et en dessous de cette crosse. Ces voies de drainage, elles sont très importantes pour inspecter, le pudendum parce qu'en fait, dans des pathologies infectieuses ou tumorales, on va retrouver certaines choses dans ces chaînes et donc il va falloir les inspecter pour vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie. Et donc maintenant, on a une base pour parler de l'appareil urinaire et donc on va pouvoir commencer vraiment les organes de l'appareil urinaire. Et donc on va commencer par parler du rein. Donc le rein, c'est l'organe sécréteur de l'urine. Attention, je vais vous expliquer pourquoi, mais surtout, on ne fait pas de faute entre sécréteur et excréteur, c'est hyper important. C'est vraiment pas la même chose et j'espère que vous allez comprendre. Donc en fait, c'est une glande exocrine, car en fait, elle sécrète l'urine. Heu et elle va le sécréter dans le milieu extérieur. En fait, si vous voulez, sécréter, c'est le rein qui va produire l'urine. Il va créer cette urine à partir de vos déchets, en fait, si vous voulez. Donc c'est vraiment une sécrétion. C'est comme le testicule qui crée les spermatozoïdes, on appelle ça la sécrétion. Maintenant, après, on va voir qu'il y a d'autres organes qui ont une fonction d'excrétion. Et ça, excrétion, moi je me disais que ça me rappelait les excréments. Et donc les excréments, c'est vraiment ce qui sort de votre corps. Donc l'excrétion, ça va être réservé plutôt par exemple à la vessie ou à l'urètre. Alors que la sécrétion, c'est le rein qui va produire l'urine. C'est la sécrétion. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Sinon, on y reviendra. Mais vraiment, c'est hyper important. Le rein est l'organe sécréteur de l'urine. Et il a aussi une fonction endocrine parce qu'en fait, il contrôle la tension artérielle avec des hormones. Il est rétropéritonéal, donc en arrière de la grande cavité péritonéale. Il a une forme d'haricot, de 12 centimètres de long par 6 centimètres de large et il a un axe oblique en bas et en dehors. Donc ça, en fait, en gros, en bas et en dehors, ça veut dire qu'il a comme ça. Ça fait comme un dans votre corps, si on devait me regarder, ça ferait comme ça ferait comme un toit, en fait. Et ils ne sont pas au même endroit, les 2 reins. Donc retenez aussi cette asymétrie parce que le rein gauche, il a son bord supérieur au niveau de la 11e côte
Et le rein droit se trouve un peu plus bas à cause de la masse hépatique. Donc dites-vous qu'au-dessus, du rein droit, il y a le foie. Donc forcément, ça va baisser un peu le rein droit et ça va faire qu'il a son bord supérieur au niveau de la 12e côte et non pas de la 11e côte. Le rein, il va être encapsulé dans une capsule rénale qui se dédouble au pôle supérieur pour venir envelopper la glande surrénale. Mais la glande surrénale ne fait pas du tout partie de l'appareil urinaire. Ça aussi, il faut retenir, très important. Il y a une glande surrénale par pôle de rein, donc c'est-à-dire qu'on a deux reins, il y a deux glandes surrénales, et elles n'ont pas la même forme. La glande surrénale droite, elle ressemble à un chapeau phrygien, et la glande surrénale gauche, elle ressemble à une virgule à grosse extrémité inférieure. Je vous remets le schéma juste d'avant pour que vous voyez que celle de droite, elle ressemble un peu à un chapeau phrygien et celle de gauche vraiment à une goutte d'eau, une virgule. Donc ensuite, on va avoir 2 parties à cette glande, c'est l'aspect un peu histologique du cours. Donc une partie corticale, qu'on appelle aussi cortex, c'est la partie périphérique, qui va sécréter les hormones, corticosurrénales, par exemple le cortisol, et une partie moyenne, donc la médulla de la glande surrénale, qui sécrète des catécholamines, par exemple l'adrénaline, donc ça c'est un petit rappel de physio, peut-être que vous en souvenez. On dit qu'elle fait partie du système nerveux végétatif et elle reçoit une innervation orthosympathique, donc vous verrez mieux tout ça dans, système nerveux, en ANAG, mais retenez que c'est vraiment une innervation orthosympathique parce que c'est un médiateur orthosympathique, l'adrénaline. Et donc, pour ce qui est du rein, on va voir de l'extérieur vers l'intérieur, la partie corticale du rein qui contient 2 parties en regard des pyramides. Donc la partie circumvolata ou partie enveloppante, on la décrit souvent comme un labyrinthe et plus en dedans, on va trouver une partie radiée ou zone radiée, qui a un aspect de rayon, rayonné. Après, on a la partie centrale, donc la médulla du rein, qui contient les formations pyramidales à base périphérique, qui s'ouvrent chacune à la fin par des aires criblées donnant sur des calices mineurs. Et entre ces pyramides, on va trouver les colonnes. Donc, c'est vraiment de l'histo. Vous reverrez ça aussi en histo. Mais voilà, c'est important que vous le connaissiez aussi pour l'anatomie du petit bassin, surtout pour la partie sur le rein. Après les pyramides, on va trouver l'appareil excréteur de l'urine. Donc une fois on a sécrété notre urine, forcément, elle est produite. Donc maintenant, les organes d'après, ils vont soit servir à conduire l'urine vers la sortie, soit à stocker l'urine pour la vessie. Et donc le premier élément de cet appareil excréteur, de cette partie excrétrice, c'est le pelvis du rein qu'on appelle aussi bassinet. Et donc on dit après on va voir, pardon, les uretères. Qui ont plusieurs portions, voilà. Les uretères, en fait, c'est le canal qui suit le bassinet et qui va conduire l'urine jusqu'à la vessie. On dit qu'ils ont une portion lombaire et une portion pelvienne, donc d'abord lombaire et après pelvienne. Et retenez dans cet ordre parce que du coup, c'est dans l'ordre que je vous le fais apprendre. Et les uretères donc vont se jeter dans la vessie après le pelvis et on va également dire qu'ils sont rétropéritonéales comme les reins, puis sous-péritonéales une fois qu'ils ont dépassé les vaisseaux iliaques. Donc d'abord ils sont proches du rein, on va dire, parce qu'ils sont rétropéritonéales et après ils vont devoir avancer vers imaginez vers moi, vers vous face au schéma et donc ils vont avancer, ils vont se retrouver sous-péritonéal puisque après le péritone, je vous rappelle, se dépose, comme, un linceul sur un étendage, alors que l'uretère droit va croiser les vaisseaux iliaques en dehors de l'origine de l'artère iliaque interne. Donc ça, c'est vraiment une asymétrie aussi à connaître. Je sais que ça fait beaucoup d'asymétrie. Au début, ça va vous paraître un peu, beaucoup, mais vraiment, il faut retenir, vous allez retenir petit à petit, vous en faites pas. Hem et on va pouvoir passer à la suite des organes et qu'est-ce qu'on va trouver après les uretères? On a dit qu'on trouvait la vessie. Donc la vessie, c'est un organe qui est musculaire, qui est sous-péritonéal et qui fait office de réservoir de l'urine entre les micctions. Elle va récolter en fait l'urine qui lui est transmise par les uretères
et la vessie, elle va se projeter sur le foramen obturé. Donc normalement, on en a déjà parlé en anatomie, enfin en appareil génital féminin et donc là, maintenant, je pourrais vous dire que c'est un rappel dans appareil génital féminin. On retient foramen obturé, à ne pas confondre avec le vagin qui se projette sur l'ischion. Elle va se prolonger par un reliquat embryologique, donc un vestige, en fait, si vous voulez, de la vie quand on était embryon, qui va jusqu'à l'ombilic, donc le nombril, qui s'appelle donc l'ouraque, ce prolongement. On lui décrit une face supérieure, une face antéro-inférieure et une face, postérieure qu'on appelle aussi base et la face supérieure, on l'appelle aussi, calotte vésicale. Sur une coupe frontale de la vessie, on va pouvoir comprendre la structure. On voit qu'il y a plusieurs tuniques, donc une tunique externe, qui est du péritoine ou du fascia ombilico-prévésical pour les faces non péritonisées. Ça doit vous rappeler un peu la structure de la tunique externe de, l'utérus. Une tunique moyenne qui forme le muscle détrusor, qui est responsable de la miction, donc du fait d'uriner. Il va recevoir une innervation qui est parasympathique, donc de S2, S3, S4 et il a une contraction, donc qui est parasympathique. Donc S2, S3, S4, je parle des racines, de la moelle et une tunique interne, donc qui va être formée d'un urothélium rosé et aréolé, qui est lisse chez l'enfant et qui s'aréole surtout chez l'adulte. On va zoomer sur le détrusor parce que il y a plusieurs couches à décrire, musculaires. On va avoir une couche d'abord qui est externe, qui va avoir des fibres qui sont dans un sens longitudinal. Une couche moyenne qui va avoir des fibres dans un sens circulaire, qui est hypertrophiée dans sa partie basse, heu, à la jonction entre vessie et urètre et on appelle cet épaississement le sphincter lisse de la vessie, qui est lui innervé par le système orthosympathique. Et on va avoir une couche interne, plexiforme, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs, formes de fibres musculaires. On va zoomer maintenant sur l'urothélium. Il présente 3 orifices, donc vous voyez qu'il y a 2 orifices supérieurs, donc ça c'est les orifices des abouchements des urotères et ils ont des valves, muqueuses anti-reflux qui, cloisonnent l'urine dans la vessie et par la même occasion, les infections urinaires et tout ce qui peut être, bactéries, virus, dans la vessie et faire en sorte qu'ils puissent plus remonter à travers l'appareil urinaire. Et un abouchement inférieur qui est celui de l'urètre. Ces 3 trous, ils vont former un triangle qu'on appelle trigone vésical et les 3 sommets, donc les 2 orifices urétéraux et l'orifice urétral, vont être reliés donc par, des plis interurétéraux pour les orifices supérieurs et par des bourrelets latéraux pour l'orifice supérieur et inférieur. Chez la femme, je vous rappelle que ce trigone, il imprime sa forme sur la face antérieure du vagin et donc ça forme, le trigone de Paulik sur la face antérieure du vagin. Quand la vessie, elle est vide, elle a sa face supérieure qui ne dépasse pas la symphyse pubienne et quand elle est pleine, par contre, ça devient une sorte de dôme qu'on appelle calotte vésicale et elle fait déplacer le péritoine qui est au-dessus et après, on a un unique conduit qui suit, qui s'appelle l'urètre. Donc à ne pas confondre avec l'urtère, donc urtère, c'est plus long, donc c'est la portion la plus longue, alors que urètre, c'est la portion la plus courte des voies urinaires, si vous voulez retenir comme ça. Lisez bien, urtère et urètre, c'est pas la même chose. Vous pourrez pas dire que vous ne saviez pas, ça peut faire l'objet de pièges et c'est très facile parce qu'il y a pas beaucoup de lettres qui changent, donc c'est vraiment un piège facile. Donc, l'urètre, c'est vraiment le dernier conduit de l'appareil urinaire. Il est fibromusculaire, il se s'ouvre, vers l'extérieur et c'est là que va s'écouler donc l'urine. C'est son dernier voyage. C'est l'élément le plus bas de l'appareil excréteur de l'urine et on va retrouver des glandes urétrales et paraurétrales qui s'y abouchent. Pour l'urètre féminin, donc à gauche de la diapo, il est très court, il fait 3 à 4 centimètres. Il est juste en avant du vagin, dont il est séparé par le fascia, vésico-vaginal. Il présente un sphincter strié de l'urètre et l'urètre féminin étant très près de l'anus,
on comprend pourquoi les femmes, elles sont beaucoup plus sujettes que les hommes aux infections urinaires. L'urètre masculin, lui, à droite de la diapo, on va voir qu'il a plusieurs trajets, mais vous revoyez tout ça en AGM avec mon coachute ou assistance respiratoire dans AGM que vous avez dû déjà faire, donc normalement ça devrait être des rappels. Le premier trajet de l'urètre se fait au niveau donc de la prostate, on parle donc d'urètre prostatique. Ensuite, il va traverser le sphincter strié qui est sous le bec de la prostate et le fascia périnéal. Donc on va parler d'urètre membraneux ou membranacé et on peut le sectionner facilement à cet endroit parce qu'en fait, il est relativement fixe. Donc sectionner dans le sens où quand il y a des traumatismes, c'est cette partie qui va être sectionnée. Donc l'urètre ensuite, il va rentrer dans le corps spongieux et il va présenter une concavité inférieure quand la verge est à l'état de flaccidité. Il pénètre dans le gland et forme la fosse naviculaire, puis se termine au niveau du méa urinaire. Sur le bout du gland, c'est l'urètre spongieux. Le corps spongieux, lui, il peut pas rentrer en érection, sinon il obstruerait l'urètre et il y aurait pas d'éjaculation. Mais les hommes ont bien quand même une difficulté à uriner pendant l'érection. Et donc on va pouvoir finir avec les pathologies. Donc les voies urogénitales, elles sont vraiment importantes à connaître parce qu'elles sont concernées par une grosse quantité de pathologies. On peut parler notamment des lithiases urinaires, de l'insuffisance rénale, des tumeurs, des infections, des inflammations. Une pathologie d'un des appareils en plus peut retentir sur le... C'est-à-dire qu'une pathologie de l'appareil urinaire peut retentir sur l'appareil génital et inversement. Est-ce que vous vous rappelez de la vessie qui est très pleine et qui fait déplacer le péritoine et les viscères? En fait, il arrive qu'un patient n'arrive plus à uriner. Donc sans rentrer dans les détails, on peut imaginer que l'urètre est bouché par une lithiase urinaire, par exemple. À ce moment-là, et uniquement quand la vessie est pleine, on peut effectuer un cathétérisme suspubien. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quand notre vessie, elle a déplacé les viscères et le péritoine parce que sa calotte est remplie, donc il faut qu'elle prenne de l'espace et on va, insérer une aiguille au-dessus de la symphyse pubienne parce qu'on sait que sa calotte a déplacé et elle est maintenant au-dessus de la symphyse pubienne pour pouvoir libérer le patient de son urine. J'espère que vous comprenez qu'on fait ça uniquement sur une vessie qui est pleine, sinon vous allez lui perforer les intestins. Et donc on a parlé des surrénales qui, elles, sont également riches en pathologies, mais je vous les mets à part pour que vous compreniez bien qu'elles ne font pas partie de l'appareil urogénital. J'espère que ça va rentrer. Sur ce, on a fini cette vidéo qui est quand même beaucoup plus courte que l'appareil génital féminin. Je vous souhaite bon courage pour cette fin de TTR. Il vous reste une vidéo en anatomie du petit bassin normalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum directement. Et sinon, on se retrouve pour la TTR présentielle où vous pourrez poser vos questions. Et n'hésitez pas à remettre cette vidéo plus lentement ou à la revisionner pour visualiser bien les schémas. Je vous rappelle que c'est vraiment la clé pour moi en anatomie de visualiser. Voilà, bon courage et à bientôt!